de dimanche midi. Alors, je vais rapidement présenter qui nous sommes. Donc, à ma gauche, d'abord ici, Lionel Germain, qui est chercheur postdoctorant à l'Université Paris 1. À ma droite, Marie-Emeline Sterlin-Catebras, qui est enseignante dans le secondaire dans l'Académie d'Aix-Marseille. Florie Lariti, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Nice. Et moi-même, qui suis maîtresse de conférence à l'Institut catholique de Paris. On a tous en commun d'avoir soutenu nos thèses dans les quatre dernières années. C'est pour ça que nous sommes dans le lab Jeunes Chercheurs. Et nous avons tous soutenu des thèses d'histoire urbaine à partir d'archives urbaines, donc ce qui nous réunit aujourd'hui ici, autour du thème des assemblées générales au Moyen-Âge. Alors, on va rapidement voir ce qu'on entend d'abord par assemblée générale, mais vous verrez qu'ensuite ça va s'affiner évidemment lors de nos présentations. On peut partir du fait qu'il existe plusieurs expressions différentes pour qualifier ces assemblées d'habitants. Donc on vous les a mis sur le PowerPoint, assemblée générale, assemblée du commun. En gros, ce sont des assemblées d'habitants de la ville qui dépassent le cadre du conseil de ville. C'est ça que nous avons retenu. Ce sont toutes ces assemblées qui ne rentrent pas dans le cadre des réunions du conseil de ville. Pourquoi est-ce que ces assemblées d'habitants nous ont intéressés? Car ce sont justement des assemblées qui ont été beaucoup moins étudiées en fait, que les conseils de ville, car elles sont un peu en dehors des structures municipales chapeautées par les élus au conseil. Donc elles ont été moins étudiées et elles ont été aussi étudiées différemment selon les espaces, puisque en France, elles ont été assez peu étudiées et elles sont associées à l'idée d'une origine des municipalités. C'est-à-dire qu'au départ, les habitants se seraient d'abord assemblés entre eux et puis peu à peu, ils auraient élu des représentants et de toute manière, l'assemblée des habitants constituerait le point de départ, mais s'affaiblirait au fur et à mesure du Moyen-Âge. Et à la fin du Moyen-Âge, ces assemblées d'habitants ne seraient plus que des lieux de validation de décisions prises ailleurs. Alors ça, c'est pour ce qui concerne l'historiographie française. Pour l'historiographie italienne, en revanche, ces assemblées ont été très étudiées et elles sont vues au contraire comme le berceau de la vie politique italienne, comme le cœur de la vie politique italienne et même le berceau de la démocratie. Enfin, elles ont été très mises en avant. Alors nous allons nous intéresser à plusieurs villes qui sont donc les villes qui sont à chacun nos terrains d'études. Donc Lionel va nous parler. Alors Lionel va nous parler des villes du Rouergue qui sont normalement derrière moi sur le PowerPoint. Voilà, de plusieurs petites villes qui sont des villes d'environ 5000 habitants. Donc ce sont des villes qui ont toutes des différences. Florie va nous parler de la ville de Nice au Moyen-Âge, donc ville qui a environ 10 000 habitants. Marie-Emeline parlera, elle, des villes d'Amiens et de Senlis, qui, alors pour Senlis, on est autour de 5 000 habitants. Pour Amiens, par contre, on est autour de 20 000 habitants. Donc c'est des grosses fourchettes, hein, de toute façon. Voilà. Et pour ma part, je vous parlerai du cas de Troyes, qui fait un peu moins de 20 000 habitants aussi. Donc on a des villes différentes, on a des villes qui sont dans des espaces différents, avec des différences du coup politiques, notamment par rapport au domaine royal français. Certaines villes qui ont été très tôt associées au domaine royal, comme la ville de Senlis, les villes du Rouergue et la ville de Troyes qui ont été associées au domaine royal dans la seconde moitié du XIIIe siècle, donc plus tardivement, et puis la ville de Nice, qui elle est dans l'Empire et donc n'appartient pas du tout au domaine royal. Donc on a des contextes politiques différents aussi, mais dans lesquels on retrouve ces assemblées. Et toutes ces villes ont en commun d'avoir des rapports soutenus avec les autres pouvoirs princiers et royaux. Donc nous allons nous préoccuper de quelques questions communes autour de ces assemblées diverses. D'abord, on s'intéressera au développement, à la naissance et au développement de ces assemblées d'habitants, qui peuvent être assez difficiles à cerner selon les sources municipales, puisque les sources municipales ont été conservées par le conseil de ville, et donc on n'y trouve pas forcément beaucoup de traces des assemblées d'habitants, nous verrons cela. On verra ensuite l'organisation de ces assemblées de l'intérieur. On interrogera aussi la question de leur représentativité, assemblée des habitants, mais est-ce qu'on avait tous les habitants? Et enfin, on
réfléchira, on va aussi réfléchir ensemble à la question d'une comparaison possible entre ces assemblées d'habitants dans des espaces différents, avec des villes qui ont des histoires différentes. Est-ce qu'il est possible de comparer nos villes, à la fois dans des espaces et aussi dans des chronologies différentes, puisqu'on va parler d'assemblées qui s'étendent du XIIIe au XVe siècle. Voilà, donc on va pas faire, enfin ce ne sera pas chacun une communication, on va se passer la parole autour de ces questions. J'espère que vous n'aurez pas de torticolis à la fin de la séance, mais on va essayer de fluidifier tout ça. Et on commence donc avec cette question de la recherche des premières assemblées urbaines. Et je passe la parole à Lionel, du coup, pour nous parler des villes du Rouergue. Oui, merci beaucoup Cléo. Donc là, moi, je vais essayer de discuter un petit peu ce problème-là de la jeunesse des assemblées et de comment est-ce qu'on fait pour l'observer. Alors, ce que vous a dit Cléo, c'est que quand on cherche à observer la naissance de ces assemblées urbaines, en fait, on a un gros problème de source. Le premier problème, c'est que ce qu'on conserve aujourd'hui, ce sont surtout les sources qui ont été produites par les municipalités, donc ils nous montrent que certaines assemblées et qui en disent que certaines choses. Et surtout, moi, un autre problème là, que je vais essayer d'illustrer avec vous, c'est que ces assemblées d'habitants, en fait, elles précèdent les municipalités mêmes. Ça, c'est dans ce sens-là, c'est pas la municipalité naît et avec les assemblées naissent, c'est que les assemblées d'habitants, en fait, elles précèdent les municipalités et elles sont le terreau, en fait, de l'affirmation des communautés d'habitants qui cherchent justement à se constituer en municipalité. Donc là, vous voyez évidemment un problème de source encore plus important. Comment est-ce qu'on fait pour observer ces assemblées avant les municipalités, donc en fait, avant qu'elles produisent des écrits elles-mêmes. Et voilà, par exemple, une manière de faire ça, c'est de regarder les chartes de franchise et de chercher des indices dans certaines chartes de franchise. Donc là, par exemple, vous avez la première charte de franchise des habitants de Saint-Antonin qui a été obtenue vers 1140. Donc c'est une charte de franchise qui a été concédée par les co-seigneurs de la ville et qui ne reconnaît aucune municipalité encore aux habitants de Saint-Antonin, mais simplement qui accorde quelques avantages fiscaux, quelques garanties juridiques, etc. Et quand on regarde de près, typiquement, cette charte de franchise, alors faut fouiller, hein, vraiment, chercher le moindre indice, parce qu'on n'a que ça, on trouve des mentions qui laissent suggérer qu'il existait déjà à ce moment-là des formes d'assemblées d'habitants un petit peu informelles ou rassemblées à l'initiative des pouvoirs seigneuriaux. Par exemple, les deux mentions en rouge que j'ai mis, donc on voit que certains articles ont été promulgués avec approbation des hommes de la ville. Donc là, on imagine une espèce d'assemblée d'une partie des habitants de la ville qui ont approuvé ce que proposait le seigneur. Même une autre mention avec le conseil des hommes de la ville, et encore d'autres mentions qui sont encore plus intéressantes, que j'ai indiquées en violet. On voit deux articles, on dit « Les hommes de la ville ont établi pour notre conseil », donc le Seigneur a pris conseil auprès des hommes de la ville, on ne sait pas bien qui c'est, mais là on voit déjà un embryon d'assemblée d'habitants, ou encore les hommes de la ville ont établi entre eux et avec les seigneurs. Donc là, un exemple de source qui nous montre ces embryons d'assemblée d'habitants avant même la municipalité. Et donc ça c'est le cas général, on va dire, pour l'Occident médiéval, et en particulier dans l'espace méridional, il y a une importance de la diffusion du droit romain, donc un droit romain qui est renaissant, qui se diffuse depuis l'Italie du Nord à partir du XIIe siècle, et qui se diffuse très rapidement et qui inspire un petit peu ces communautés d'habitants, qui accompagnent leur affirmation. Et dans ce droit romain, notamment, il y a deux concepts fondamentaux qui vont alimenter cette affirmation des communautés d'habitants. Le premier concept qui est, alors je vous ai écrit en latin sur le diapo, qui est en français « ce qui concerne tout le monde doit être discuté et approuvé par tous », c'est-à-dire un lieu commun de la vie politique, on va dire, et donc évidemment ça inspire c'est la naissance de ces assemblées. Hein. Et un deuxième concept qui est très important, qui est un petit peu l'horizon de ces communautés d'habitants, c'est ce qu'on appelle l'universitas en latin, c'est-à-dire la communauté d'habitants qui est constituée en corps juridique permanent, auto-représenté, capable de s'exprimer d'une seule voix. Et donc ces deux concepts qui inspirent ces habitants qui cherchent à se constituer en municipalité mettent évidemment l'assemblée au centre du fonctionnement de ce qu'elle devrait être. Et donc ensuite, quand on regarde, justement, ces habitants de Saint-Antonin finissent par obtenir cette municipalité. En 1210, c'est le comte de Toulouse, qui était le seigneur supérieur, qui reconnaît les habitants en tant qu'universitas et consulatus. Donc universitas et consulat, qui était une forme particulière de gouvernement dans l'espace méridional, mais on en reparlera. Et à partir de là, effectivement, on voit la ville se comporter comme une municipalité, avec un pouvoir municipal, etc. Un exemple rapide, avant de passer la parole à Florie. Ici, vous avez par exemple des ordonnances municipales qui ont été promulguées, donc désormais on a véritablement un pouvoir municipal qui peut prendre des décisions, qui peut, là en l'occurrence, promulguer des ordonnances municipales. Et quand on regarde le préambule et l'escatocole, on voit le fonctionnement de cette municipalité. Donc on voit des consuls, qui sont les habitants qui représentent la municipalité,
avec témoin Bayle de notre Seigneur le Roi de France, parce qu'évidemment cette ville n'est pas indépendante, elle reste dominée par le Roi de France qui surveille un petit peu ce qui s'y passe. Et on voit un conseil de 24 habitants, donc là on a le conseil de ville, et on nous dit aussi que cette décision a obtenu le conseil et l'approbation générale des autres prud'hommes de la ville, de l'assemblée d'habitants. Et on nous dit encore en conclusion, en eschatocole, ceci fut l'établissement que les consuls firent et que la communauté de la ville entendit et approuva en parlement et conseil général. Voilà, donc là on voit véritablement des assemblées dans le cadre de l'exercice du pouvoir municipal, et ça pose déjà une question qu'on va explorer aussi par la suite, celle de savoir qui constitue ces assemblées, parce que là on a l'impression de deviner un peu deux assemblées différentes, une assemblée qu'on dit de prud'hommes qui a l'air plus restreinte, et une assemblée plus large de tous les habitants, on la présente comme ça. Ce qui pose un petit peu la question de qui on trouve dans ces assemblées et est-ce qu'il existe différents types d'assemblées. Alors, moi je vais vous amener de l'autre côté du Midi, donc à Nice, donc ville d'Empire. On n'est pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes dominations politiques. Par contre, en fait, pour le cas de Lionel, ça a l'air de couler de source, les assemblées d'habitants avant la municipalité. Et en fait, à Nice, c'est l'extrême inverse. En fait, on ne trouve pas d'assemblée d'habitants avant un conseil de ville. Donc, en revanche, au milieu du XIIe siècle, il y a un consul qui existe à Nice, qui est proche de l'évêque, qui est en fait le seigneur de la ville, mais aucune trace d'assemblée d'habitants dans la documentation. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut juste dire que ce n'est pas attesté. En 1229, en revanche, ce consulat il est suspendu par le comte de Provence, Raymond Béranger V, qui, bien évidemment, essaye de reprendre la main sur ces villes. Et donc, la communauté n'a plus de représentants permanents, finalement. Cependant, la communauté de Nice garde quand même le droit d'avoir des représentants ponctuels, puisque le comte de Provence a quand même besoin d'avoir des intermédiaires, d'avoir des personnes pour en fait, faire le lien entre la ville de Nice et lui. Et donc, en fait, elle obtient du comte Charles Ier le droit de se choisir des syndics en 1246. Mais finalement, vous voyez, il y avait des consuls constitués, puis maintenant, en fait, des représentants ponctuels. Il n'empêche que ces représentants ponctuels, ils devaient bien être nommés par quelqu'un, par des personnes. Et peut-être que là, il y a une assemblée, ou peut-être pas. En revanche, il y a un deuxième temps politique, où on voit se restructurer quand même un conseil de ville autour de l'officier princier, autour du viguier. Et à ce moment-là, on a la première attestation d'une assemblée d'habitants qui prend le nom de Parlement public, et c'est ce que vous avez ici. En plus, en marge d'un manuscrit, c'est vraiment, voilà, on a les statuts et en note sur le côté, on a cette référence qui montre qu'en fait, il y a plusieurs prud'hommes et que, d'accord, ok, l'accord a été pris par plusieurs prud'hommes, mais publié en Parlement public. Donc ça veut dire qu'on a réuni quand même une assemblée d'habitants, on a eu une criée pour les réunir, et on fait venir ce Parlement dans les lieux habituels. Donc, s'ils se réunissent dans les lieux habituels, il devait exister une assemblée d'habitants qui avait l'habitude de se réunir. Pour toi, on est à peu près dans la même chronologie que celle de Nice. Et là aussi, la première assemblée d'habitants attestée a en fait été accordée par le comte de Champagne, et encore à ce moment-là dans le comté de Champagne, qui négocie avec les habitants. Il a besoin d'argent, donc il fait des chartes auprès des habitants, et contre de l'argent, contre des levées, il leur accorde un certain nombre de droits politiques, et celui notamment de disposer de ce qu'il a appelé à Troyes un voyeur, mais il s'agit en réalité d'un voyer en fait, qu'on peut trouver dans d'autres villes, c'est-à-dire un agent qui est responsable de la voirie, mais de la voirie entendu dans un sens large, c'est-à-dire à la fois ce qui s'occupe des routes, mais aussi qui s'occupe du guet, de la garde, de la milice en fait, donc il y a aussi un rôle défensif. Et ce voyeur doit être élu par les habitants et doit rendre des comptes aux habitants. Et c'est pour cette élection et cette reddition des comptes qu'une assemblée générale est organisée et est attestée à partir de 1270, une assemblée annuelle lors de laquelle tous les habitants, on verra qui sont tous ces habitants, se réunissent et de manière annuelle jusqu'à la fin du XVe siècle et même
partant encore du XVIe siècle et du XVIIe siècle, donc une institution qui aura une certaine postérité. Alors, à Amiens comme à Senlis, on va se trouver dans une chronologie un peu postérieure à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au niveau des attestations documentaires. En revanche, on voit les assemblées d'habitants arriver aussi de la même façon après des profondes transformations institutionnelles qui ont lieu dans ces villes. En revanche, va se reposer à nouveau la question de est-ce que parce qu'il n'y a pas de documents, est-ce qu'il n'y avait pas d'assemblée d'habitants? C'est une question qui se pose avec ce dossier-là. Par exemple, à Senlis, il y a des assemblées générales qui sont tenues de manière certaine dès les premières années qui ont succédé à la suppression de la commune de Senlis par le Parlement de Paris en 1320. Donc il y a eu un conflit entre les élites gouvernementales de la ville et une partie de la population de la ville qui trouvait qu'elle était mal administrée et qui a demandé tout simplement la suppression de ce régime d'administration au roi. Et dans les années qui suivent cette suppression, on voit par des mentions éparses dans la documentation le rassemblement d'assemblées d'habitants et plus particulièrement avec un procès-verbal que je vous montre à l'écran de l'élection de ce qu'on appelle le 6 atournés en 1339. Les atournés sont à partir de cette période, après la commune de Senlis, chargés de gouverner et d'administrer la ville sous le contrôle d'un officier du roi. Et on peut lire que ces officiers sont élus par une assemblée à laquelle vinrent presque tous les habitants de la dite ville. C'est une des premières attestations qu'on a d'une sorte de gouvernement par l'assemblée des habitants à Senlis. À Amiens, c'est à nouveau après une réforme institutionnelle et qui a lieu à nouveau après un conflit entre les élites gouvernementales et une partie des habitants de la ville. Donc ce conflit qui dure quasiment une vingtaine d'années met aux prises les élites gouvernantes avec ce qu'on a appelé les maires de bannières, qui en fait étaient une assemblée censée les élire basée sur les corporations de métiers. Et cette réforme institutionnelle supprime les mairies de bannières qui élisent les gouverneurs de la ville, les échevins, mais on ne sait pas grand-chose sur cette réforme parce qu'on a perdu l'ordonnance. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'elle a dû consacrer le rôle des assemblées d'habitants dans le fonctionnement politique de la ville, puisque à partir des quelques années après, en 1407 et 1413, on commence à trouver des mentions éparses dans les délibérations échevinales qui attestent qu'on assemble le commun. Donc, elles sont assez fréquentes. Là, je vous en ai mis un exemple du 22 août 1408 où l'échevinage va convoquer le commun qui sera rassemblé, et encore le 28 septembre où il a été ordonné que seront rassemblés les bourgeois, marchands et habitants de la ville. Et encore un mois ou 2 mois après, le 21 novembre, il sera assemblé le commun de la ville pour lui exposer les nécessités. Et jusqu'à une forme d'institutionnalisation de ces assemblées d'habitants où à partir de 1413, là, on conserve les délibérations de ces assemblées d'habitants qui ont lieu de manière tout à fait régulière. Maintenant, la question de la documentation, c'est de savoir s'il n'y a pas eu des assemblées d'habitants avant cette période dont je vous parle. Et notamment à Senlis, on sait par la charte de commune qu'elle mentionne une assemblée de la commune qui, en réalité, rassemblait déjà très probablement les habitants de la ville. Et de même, à Amiens, on peut avoir quelques suspicions d'existence de ces assemblées avant le XIVe siècle. Donc vous avez vu que finalement, en fait, on a des origines d'assemblées très différentes. Certaines semblent antérieures à des représentants urbains institués, d'autres semblent en collaboration, semblent contemporaines, voire sont postérieures. Donc, au-delà de cette genèse, on a cherché à mettre à plat nos assemblées et voir s'il n'y avait pas des points communs, des différences, en prenant quelques thématiques. Et donc, on s'intéresse aux modalités de réunion. Première chose, comment on convoque cette assemblée? Et donc, on va prendre le cas de Nice. Donc, vous avez une réunion ici en 1375. Et en fait, on décide d'établir de nouveaux règlements pour les bancs champêtres. Donc, on réunit le Parlement pour régler les différends concernant en fait, des animaux qui sont venus faire des dégâts dans les pâturages.
Voilà, question assez classique pour les médiévaux. Et donc, le 21 mai 1375, ce Parlement fut réuni et là, on nous dit juste que c'est la communauté des habitants qui s'est réunie. Elle s'est réunie, par contre, on nous dit donc au château, devant le château princier, avec la permission de l'officier princier. Et donc, vous avez ici une carte qui vous montre où est le château. Donc, ce château se trouve sur la ville haute. Donc, vous avez en fait la ville haute qui est la ville noble, en fait, si vous voulez, et la ville basse qui est plutôt tournée vers le commerce et l'artisanat. Et donc, sur cette ville haute, vous avez le château et vous avez la maison commune au XVe siècle qui est vraiment au pied de ce château. Donc, on les réunit en fait sur la place du château, ce qui montre qu'en fait, ils sont réunis à l'ombre du pouvoir princier. En réalité, ils ne sont pas réunis sur une place publique quelconque, ils ne sont pas réunis devant la maison commune, ils sont réunis devant le haut lieu du pouvoir princier. Cette convocation, elle est faite à son de cloche et par cri public, comme c'est la coutume. Donc ici, finalement, on a une convocation très normée. Elle est convoquée et présidée, attention, pas seulement convoquée, par l'officier princier, Manuel de Pougetto. Et on précise quand même, donc en 1375, que ce Parlement public il doit être réuni en fait, à chaque fois que cela sera nécessaire pour traiter des questions de la commune. Donc on réaffirme en fait la légitimité de ces assemblées d'habitants un siècle après la première attestation. Dans les villes du Nord, hormis cette idée d'un rassemblement sur un lieu à l'ombre du pouvoir princier, les modalités de convocation sont très semblables à celles qu'on observe à Nice. Pour reprendre l'exemple de Senlis, ici je vous présente une assemblée qui a été faite à la fin du mois de février 1399. Les habitants sont réunis pour des décisions relatives aux fortifications. Il faut réparer les fortifications de la ville. Ça coûte très cher, donc il va falloir prendre des décisions et notamment savoir aussi si le clergé, qui habituellement est exempté de ces dépenses, est-ce qu'il va devoir un peu mettre la main à la bourse aussi pour pouvoir payer ses fortifications. Et donc on peut lire sur une délibération, donc à partir de 1383, les délibérations des assemblées à Senlis sont conservées et nous donnent une assez bonne idée de la façon dont ça se passe. Donc, elles nous disent tout d'abord que les habitants se sont rassemblés dans la maison de la ville, et plus précisément, donc c'est l'équivalent actuel de l'hôtel de ville, et plus précisément, on sait qu'ils se réunissent dans ce qu'on appelle la salle haute, qui devait être une vaste salle qui pouvait accueillir un grand nombre de personnes, et dans laquelle sont aussi conservés des objets assez symboliques pour la ville, comme ses archives, l'étendard, les clés de la ville. Voilà, donc une salle assez forte du point de vue symbolique pour le pouvoir de la ville. Ensuite, on lit également qu'ici, c'est en la présence et du commandement du lieutenant, ça signifie que cette assemblée a été convoquée à l'initiative du lieutenant du bailli de Senlis, qui est la responsabilité de l'administration de la ville. Et là, c'est parce que ça touche aux fortifications. Sinon, habituellement, c'est plutôt les atournés ou les gouverneurs de la ville dont je vous parlais tout à l'heure qui, eux, s'occupent de l'administration quotidienne de la ville, qui convoquent ce type d'assemblée. On a aussi quelques exemples où là, ce sont des habitants qui ont demandé soit au lieutenant du bailli, soit aux atournés de convoquer une assemblée sur un motif spécifique. Et enfin, toujours sur ce procès-verbal, on peut lire en bas que les assemblées sont convoquées par cri public aux endroits habituels de la ville et au son de la cloche du beffroi. Pour certaines autres assemblées générales, les habitants sont même ajournés, c'est-à-dire qu'ils sont convoqués personnellement par un sergent de la ville qui allait toquer à la porte de chacun pour leur dire « Voilà, dimanche prochain, il y a assemblée, venez tous ». Ça, c'est l'exemple de Senlis, mais pour Amiens, par exemple, le procédé devait être relativement le même. On lit dans les délibérations qu'il y a une convocation à l'initiative, cette fois-ci de l'échevinage, du gouvernement urbain, à son de cloche, et qu'ils se regroupent soit à la même maison qui est une salle, un bâtiment
type hôtel de ville pour la ville, ou aux halles, parce que les halles c'était plus grand et ça permettait de rassembler plus de monde. Alors, oui. Sur maintenant, non, c'est... Donc on va vous parler maintenant du déroulement de cette réunion après la convocation. C'est ok, très bien, je prends la parole alors. Pour ces assemblées dont je vous ai dit qu'elles se réunissaient annuellement à partir de 1270, même si en réalité on a surtout leurs traces au XVe siècle, qui se réunissent d'abord dans un lieu spécifique. Alors, comme ce sont des assemblées annuelles, assez vite, en fait, elles sont associées à un jour, qui est un jour de fête pour la ville, la Saint-Barnabé, c'est le 11 juin. Ce qui permet qu'on n'ait pas à les convoquer, puisque tout le monde sait bien que le jour de la Saint-Barnabé, il y a assemblée. Donc, les cloches sonnent tout de même, mais ce ne sont pas les cloches habituelles des rassemblements dans la ville qui sonnent, ce n'est pas les cloches de la cathédrale, ou ce n'est pas d'autres églises, ce sont les cloches du beffroi. Et vous voyez, c'est le petit point vert. Toutes les autres assemblées du gouvernement municipal alternent entre les points rouges à cette période-là, parce qu'il n'y a pas encore de fixité, il n'y a pas encore un lieu précis. Mais l'Assemblée générale des habitants est la seule à se réunir au beffroi. Et ce sera la même chose d'ailleurs à partir de 1483, où on a un échevinage, où c'est aussi le beffroi qui reste le lieu des assemblées des habitants. Ce beffroi, on a cette reconstitution. Donc il s'agissait d'une grande tour avec une cloche. Les cloches étaient justement sonnées, alors spécificité, par des compagnons, dont on trouve parfois l'identité, des charpentiers, des maçons, des manouvriers, donc qui sont rémunérés par la ville, enfin par la voirie en fait pour cela. L'assemblée a lieu dans les galeries du rez-de-chaussée, il devait y avoir, j'imagine, un peu de place. Le beffroi est spécifiquement décoré pour l'occasion, jonché de verdure. Enfin, c'est aussi une fête, c'est pas uniquement un moment politique. Et cette assemblée semble durer d'ailleurs toute la journée et se prolonger le soir et le lendemain. Donc elle est à la fois un moment de réunion pour les habitants qui élisent leurs officiers, qui délibèrent sur des décisions à prendre, qui contrôlent les comptes de la voirie qui leur sont rendus, qui entendent aussi d'éventuelles requêtes présentées par les habitants, soit individuellement, soit collectivement, sur des sujets très variés. Et puis, donc après ce moment de réunion et de sujets qui concernent les affaires de la ville, on a un rituel qui regroupe aussi tous les habitants, un rituel urbain qui touche les bouchers de la ville, qui vont venir prêter serment devant tous les habitants, tous les nouveaux bouchers viennent prêter serment, qu'ils agiront de manière qu'on peut leur faire confiance. Et ils doivent aussi donner, alors d'abord c'est donner 12 cochons qu'ils apportent en procession de leur boucherie jusqu'à la léproserie de la ville, la léproserie qui appartient à la ville, en procession dans la ville. Mais ils demandent en 1427 à ce que ces cochons ne soient plus des cochons mais soient transformés en argent, parce qu'ils disent qu'ils se font insulter par les habitants qui leur jettent des tomates manifestement, et qui sont très contents. Donc il y a un rituel un peu ambigu autour des bouchers qui sont très importants pour la ville, et en même temps qui suscite aussi la méfiance. Mais donc c'est une fête autour de ce moment-là. La soirée finit par un banquet qui est donné à un petit nombre de gens, mais où on trouve quand même des artisans, enfin on trouve aussi des gens de conditions modestes. Et le lendemain a lieu une messe organisée en la mémoire d'un ancien voyer qui avait donné au début du XIVe siècle un certain nombre de terres et de droits à la communauté d'habitants, et donc il s'appelle Nicolas Boutifard. Et donc tout ça on le sait parce qu'on a les comptes de la voirie, donc on voit tous les ans une certaine somme allouée pour célébrer cette messe en l'honneur de Nicolas Boutifard. Donc c'est pas seulement une assemblée politique, voilà, c'est aussi une assemblée festive et identitaire pour les habitants de Troyes. Alors quel thème maintenant? Alors oui, ça c'était les plans.
Quel thème on parlait des thèmes, du coup, quelques remarques pour les petites villes rurales. Vous avez vu là avec l'exemple de Troyes et d'Amiens, ce qu'on peut dire en fait quand on a des archives un peu plus nombreuses. Moi, malheureusement, pour les petites villes rurales, j'ai beaucoup moins de sources disponibles, donc moins de données disponibles. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces petites villes à partir de ces manuscrits qui sont plus rares? D'abord, en ce qui concerne les modalités de convocation, ce qu'on peut voir dans les sources qui subsistent, c'est que les officiers royaux, comme le pouvoir municipal, a possibilité de convoquer une assemblée. Alors, est-ce qu'il y a un moment dans l'année où cette assemblée serait réunie de manière rituelle, un petit peu comme à la Saint-Barnabé à Troyes? Ça, c'est plus difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois que les consuls entrent en charge, donc tous les ans, les consuls de la ville sont renouvelés, et quand les consuls entrent en charge, il y a un grand parlement public pour marquer l'événement. Donc, à ce moment-là, en tout cas, il y a une assemblée annuelle, et le reste du temps, c'est convoqué à l'initiative du pouvoir municipal ou des officiers royaux. Ça se fait par crier ou à son de trompette, simplement parce que la cloche, en fait, c'est une question qui est plus compliquée, parce qu'il n'y a pas encore d'hôtel de ville avant la fin du XIIIe siècle, et donc là on trouve différents cas. Soit la municipalité s'entend bien avec les clercs de la ville, et du coup ils peuvent se servir de la cloche de l'église, mais parfois les clercs ne veulent pas que la municipalité se serve de la cloche de l'église, et donc là on utilise d'autres moyens. Et donc le fait qu'il n'y ait pas non plus d'hôtel de ville à la fin du XIIIe siècle, ça pose la question de où est-ce qu'on se réunit, du coup, parce qu'on fait des assemblées d'habitants, mais si on n'a pas d'hôtel de ville, où est-ce qu'on se réunit? Et là, encore une fois, d'une ville à l'autre, on trouve différentes modalités. Ça peut être dans l'église, donc encore une fois, si le corps municipal s'entend bien avec les clercs, on peut se réunir dans l'église, ou alors on se réunit sur la place publique. Et ces hôtels de ville, finalement, ils apparaissent à partir du tournant du XIVe siècle, mais c'est des petits hôtels de ville. Enfin, généralement, c'était des maisons un petit peu des maisons de notables en fait, qui sont rachetées, et on en fait des maisons communes. Donc, en fait, c'est des petites villes dans lesquelles on stocke les archives de la municipalité et le trésor communal le plus important, et dans lesquelles on se tiennent les délibérations ordinaires en fait, du consulat et du conseil de ville, mais si on veut faire des assemblées assez volumineuses, ces hôtels de ville sont trop petits, donc on continue en fait de voir des assemblées dans l'église ou sur la place publique encore au XIVe siècle. Voilà, donc ensuite, le thème qu'on voulait aborder ensuite, c'était celui des thèmes de discussion. Du coup, de quoi est-ce qu'on parle dans ces assemblées finalement, quelles décisions on prend, autour de quoi est-ce qu'on discute, quelle est la marge aussi de quoi est-ce qu'on ne parle pas, enfin, voilà, quelles sont un petit peu les prérogatives de ces assemblées, de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on décide. Alors pour les villes de consulat méridional, quelques remarques générales. Évidemment, c'est assez variable d'une ville à l'autre, on peut quand même essayer de dégager des traits principaux. Et en fait, il y a deux grands champs de discussion, on va dire. Il y a un champ de discussion qui relève de la vie municipale elle-même, et un autre champ de discussion qui relève plutôt des rapports de la ville au pouvoir seigneurial, royal, parce qu'évidemment, ces villes ne sont pas indépendantes. Ils doivent composer avec des pouvoirs seigneuriaux qui exercent une contrainte sur la ville, qui exigent des choses de la ville. Donc voilà, ça c'est les deux grands champs de discussion. Alors d'abord, si on s'intéresse à la vie municipale, ce qu'on peut dire fondamentalement, c'est que ces assemblées, elles servent à prendre des décisions, mais elles servent aussi à légitimer ces décisions, parce qu'un des enjeux fondamentaux de ces assemblées, c'est de produire du consensus, au moins en apparence en tout cas, produire du consensus pour légitimer les décisions qui sont prises, en particulier en vertu de ce principe de droit romain que je vous ai montré précédemment, hein, donc ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde, ce qui rend la décision légitime. Et ensuite, quand on s'intéresse un petit peu au sujet de discussion, donc c'est là que c'est assez variable hein, d'une ville à l'autre, parce que ça dépend en fait de l'ampleur des prérogatives du corps municipal et de son autonomie. Mais généralement, ce qu'on trouve, c'est les 5 thèmes que je vous ai indiqués sur le diaporama. Donc, un premier thème qui porte sur le fonctionnement de l'institution consulaire, de manière générale, on pourrait dire, donc les modalités d'élection des consuls et des conseillers, le salaire des officiers, la nomination des officiers, les obligations des consuls, est-ce qu'il faut qu'ils soient présents au moins une fois par semaine à l'hôtel de ville, ce genre de choses. Voilà, donc des décisions qu'on prend relatives au fonctionnement d'institutions consulaires. Un deuxième champ de discussion qui concerne un petit peu l'espace public, donc les chantiers utilitaires, s'il faut réparer un pont, construire une fontaine, entretenir la voirie, protéger la voirie des empiètements de particuliers, les espaces publics, le patrimoine communal, donc s'il y a un pré communal, une forêt communale, prendre des décisions pour protéger ces espaces, pour déterminer un petit peu la manière dont on peut s'en servir. Un troisième champ de discussion sur la fiscalité communale, qui est évidemment un sujet de discussion très important et qui suscite parfois des tensions. Donc c'est évidemment la question de
du montant des impôts qu'on va prélever et surtout de la répartition. Est-ce qu'on fait un impôt par tête, proportionnel? Est-ce que tout le monde paye la même chose? Donc ça, évidemment, c'est des sujets de discussion très importants. La norme et la police communale, donc je vous ai montré un exemple précédemment, et Fleury aussi vous a montré un exemple avec les législations sur l'utilisation des espaces champêtres, donc un certain nombre de domaines dans lesquels la municipalité a l'autonomie de légiférer en fait dans la ville. Alors pas tous les domaines, il y a certains champs de la législation qui est exclusif au pouvoir royal, au pouvoir seigneurial, mais pour un certain nombre de choses, pour la régulation des métiers par exemple, pour l'embauche des travailleurs, pour les échanges économiques, pour l'utilisation des ressources naturelles, ça c'est des champs d'action dans lesquels la municipalité a autonomie à légiférer, alors parfois d'accord avec le pouvoir royal ou seigneurial, mais a l'autonomie de légiférer là-dessus. Et enfin, sur la charité communale, donc légiférer sur des distributions charitables à tel ou tel moment de l'année, légiférer sur la gestion des hôpitaux, des léproseries qui souvent relèvent en partie du corps municipal. Voilà, donc ça c'est un petit peu le genre de discussion qu'on peut avoir dans le cadre de l'exercice de la vie municipale. Et il y a un deuxième grand champ de discussion qui cette fois ne concerne pas la vie municipale elle-même, mais qui concerne des rapports avec les pouvoirs seigneuriaux ou royaux, et notamment ce dont on discute, parce que en fait il y a une forme de domination qui est en fait régulière, on doit régulièrement des impôts au roi, etc. Donc ça on n'en a pas spécialement à discuter, de toute façon on les paye et c'est tout. Mais ce dont on discute surtout, c'est quand le roi demande ou le seigneur demande des choses extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'ordinaire, par exemple des demandes de subsides, s'il a besoin d'argent pour le mariage de sa fille ou s'il part en guerre, il va demander des subsides, il va demander à la ville de fournir des sergents, il va demander à la ville d'envoyer des représentants aux assemblées royales. Évidemment tout ça, ça coûte très cher, c'est très contraignant, et donc là on va discuter. Alors il ne s'agit pas vraiment de discuter pour savoir si on le fait ou pas, parce qu'on n'a pas vraiment le choix que de le faire malgré tout, mais on va quand même discuter de est-ce qu'il n'y a pas moyen de négocier un petit peu, d'alléger ce qu'ils nous demandent, quelles stratégies on adopte, qui sont à la fois des arguments de droit et des arguments plus concrets, en disant oui mais cette année on a eu des difficultés parce qu'il y a eu une disette, donc le prix du blé a augmenté, on a moins d'argent que d'habitude. Réfléchir à des stratégies pour essayer de négocier un petit peu avec le pouvoir seigneurial et essayer d'alléger un petit peu la demande. Et un deuxième champ de discussion, évidemment, c'est la défense des droits et libertés, parce que assez régulièrement, les pouvoirs seigneuriaux peuvent ou cherchent à réduire un petit peu les libertés de la ville pour affermir leur domination. Et donc là, c'est aussi un sujet de discussion évidemment très important de comment est-ce qu'on organise un petit peu la défense des droits de la ville face à un pouvoir seigneurial qui cherche parfois à les limiter un petit peu. Alors pour toi qui concerne, je prends notre exemple de ville du Nord sur ce thème-là. À vrai dire, je vais pas. Enfin, il y a beaucoup des thèmes qui sont en commun avec ce que Lionel vous a présenté. La plus grosse différence, je dirais, c'est qu'à Troyes, il y a un conseil de ville qui, en fait, gère une grande partie de la politique municipale, qui est d'ailleurs un conseil de ville présidé par un officier royal. Et il y a une distinction, du coup, des domaines de compétences entre le conseil de ville, qui va s'occuper, par exemple, des fortifications. Alors ça, c'est vraiment que le conseil de ville. Des fortifications et de tout ce qui est politique vers l'extérieur, donc des cadeaux, des messagers, de toute la politique de la ville, de ses liens avec le roi, de ses liens avec d'autres seigneurs. Tout ça, c'est pris en charge par le conseil de ville, qui peut aussi prendre des gros travaux en charge, enfin un certain nombre de choses. L'Assemblée générale des habitants, elle a ses domaines réservés qui sont liés à la voirie, donc là qui recoupe un petit peu ce que Lionel vous a présenté, la gestion du domaine commun d'abord, les travaux dans un certain nombre de rues, les bois de la ville qui sont gérés par les habitants en commun, hein, c'est les communs en fait, c'est la gestion des communs, les fossés également qui sont aussi gérés en commun, les salaires, les gages d'une partie des acteurs urbains, une partie sont payés par le conseil de ville, donc c'est le conseil de ville qui s'en occupe, mais une autre partie sont payés par les habitants eux-mêmes, les dons aussi faits aux archers, aux arbalétriers de la ville, donc ce qui concerne la milice en fait urbaine. Et puis, dernier domaine, celui-ci que vous avez présenté Lionel, la charité, donc les dons et aumônes, et également la santé. Les médecins sont payés par la voirie et donc décidés, leur salaire est décidé par l'Assemblée des habitants. Cette rémunération, d'ailleurs les médecins viennent souvent porter des requêtes en demandant plus, etc. Tous les ans, leur rémunération est redéfinie
par les habitants eux-mêmes qui peuvent les accuser par exemple de ne pas aller voir des malades atteints de peste et donc qui doivent en quelque sorte se défendre tous les ans de bien faire leur métier. Voilà, la santé est aussi quelque chose dont rendent compte les médecins devant l'ensemble des habitants qui leur payent une rémunération à l'année. Alors ça c'est à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Et j'ai même trouvé dans une autre ville, alors c'est à Châteaudun, j'ai trouvé aussi par exemple que l'Assemblée générale des habitants s'occupait aussi de payer des sages-femmes. Donc voilà, ça peut être, ce domaine de la santé peut être aussi assez général, et ce qui montre que la santé appartient aussi au bien commun. Enfin, il y a une idée que la santé appartient au bien commun à cette époque-là. Voilà pour ce qui est des prérogatives. Ensuite, on passe à la question des problèmes qui restent un petit peu en suspens, qui restent des pistes de recherche. On va revenir sur un certain nombre de choses qu'on a déjà vues, et notamment la composition de ces assemblées, plus précisément que ce qu'on a dit. Oui, vous avez compris qu'on a des sources très différentes, des espaces très divers, et donc là on a pu vous présenter un peu quelques modalités un peu communes, mais en effet, nous, notre question c'est vraiment qui y va en fait, et on n'a pas beaucoup d'informations. Et donc on est un peu obligé de passer par le droit, et le droit romain, donc par les questions en effet de quorum, de majorité. Le XIIe siècle est marqué par la renaissance du droit romain, notamment dans le Midi, et donc les grands maîtres juristes de Bologne, le XIIe siècle, nous apportent quelques pistes en commentant le digeste. Et donc, ils nous expliquent qu'une assemblée peut statuer à partir du moment où les 2 tiers de ses membres sont présents. Donc dans le cadre de nos assemblées d'habitants, ça voudrait dire que les 2 tiers des habitants d'une ville. Vous voyez que déjà ça pose problème. Si vous essayez de réunir les 2 tiers des habitants d'une même ville. Finalement, ça ne marche pas forcément. Donc, on a un maître bolonais qui s'appelle Accurs qui nous dit, en fait, finalement, pour élire quelqu'un, on n'a pas besoin que ce soit les 2 tiers qui se prononcent, seulement que les 2 tiers soient présents. Il n'empêche qu'on va dégager plutôt une autre idée. Parce que ces 2 tiers des habitants, c'est compliqué. Donc on va dire, en fait, finalement, il faut que ce soit la majeure et senior part, c'est-à-dire la plus grande et la plus saine partie. Et vous vous doutez bien que cette majeure et cette plus grande et plus saine partie, en fait, vous mettez ce que vous voulez derrière. En réalité, vous pouvez avoir plusieurs critères. Et donc là, à ce moment-là, quand vous dites, il faut juste qu'il y ait les 2 tiers de la plus saine partie, ça veut tout et rien dire, et donc là vous pouvez statuer librement. Il y a quand même quelques points communs dans toutes ces assemblées d'habitants. Pour être membre de ces assemblées, il faut être un homme, donc les femmes sont complètement exclues de ces assemblées, à la rigueur dans l'Empire, quelques attestations, mais en tout cas pas dans nos études de cas. Il faut être majeur, la majorité est variable de 20 à 25 ans, et bien évidemment il faut être résident dans la communauté. Et donc voici les quelques caractéristiques un peu théoriques, si vous voulez. Mais on peut se demander ce qu'il en est réellement en réalité, et notamment à Najac. Voilà, donc un petit cas pratique pour illustrer un petit peu ce que vous a dit Florie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que ces notions de droit, c'est pas simplement une théorie un peu abstraite qu'on n'observe pas dans les faits. En fait, si, on voit quand même que ces notions de droit en fait, sont observables dans les faits, mais effectivement, comme l'a dit Florie, toute la question, c'est comment est-ce qu'on l'interprète ce droit et qu'est-ce qu'on met derrière, en fait, et comment est-ce qu'on justifie un peu tout et n'importe quoi en prenant justement des notions de droit et en disant si ça correspond bien à cette notion de droit. Et donc je vais vous montrer 2 exemples, un à Najac un peu plus large et un à Villeneuve plus spécifique, où à Villeneuve on peut vraiment observer qu'est-ce que c'est que cette majeure parse de la ville, et en fait on voit qu'il y a très peu d'habitants dans cette majeure parse. Donc d'abord à Najac, je vous ai montré précédemment l'exemple d'une ordonnance municipale, et vous voyez que dans cette ordonnance municipale il y a un petit discours
qu'on met en préambule pour légitimer la décision en disant cette décision a été prise par les consuls avec l'assentiment de l'Assemblée, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment évolue ce discours, parce que ce discours, il peut présenter idéalement une réalité, mais il ne peut pas non plus être complètement déconnecté de la réalité. Donc si cette Assemblée, en fait, disparaît progressivement, on va quand même le voir dans ces préambules, même s'ils vont essayer d'idéaliser un petit peu ce qui s'est vraiment passé. Et donc quand on prend une assez large période, une période de 50 ans, et qu'on regarde tous les préambules des ordonnances pendant une cinquantaine d'années, on voit que le discours évolue un petit peu. Et donc dans les grandes lignes, ce discours, jusqu'à peu près en 1280, on trouve toujours cette mention de tous les habitants, donc l'expression telle qu'elle, tous les habitants. Alors qu'est-ce que ça veut dire tous les habitants? D'abord, comme l'a dit Florie, déjà c'est que des hommes, et surtout c'est les chefs de foyer en fait. Donc, on considère que le chef de foyer représente son foyer, ce qui permet déjà de réduire le volume de l'Assemblée. Hein. Quand on a une ville de 5000 habitants, il y a à peu près 800 foyers, donc en principe tous les habitants, ce serait 800 hommes qui représentent les foyers de la ville. Certainement qu'ils n'étaient pas tous là malgré tout, il devait y avoir peut-être la moitié, les 2 tiers, donc là on va se dire bon c'est le quorum, voilà, quand on dit tous les habitants, c'est l'expression pour dire en tout cas la plupart d'entre eux ils sont là. Donc la plupart des chefs de foyer, on pourrait dire que ce serait un équivalent de l'expression tous les habitants. Et en même temps, ces assemblées générales, en fait, elles coexistent déjà avec des formes d'assemblées plus restreintes, des assemblées de notables, je vais couper le son de mon téléphone, des assemblées de notables plus restreintes, où là on voit plutôt 50, 100 habitants en fait, qui constituent des assemblées plus petites. Et donc on voit que les deux coexistent, on ne sait pas toujours très bien quelle est la marge d'action de chacune de ces deux assemblées. Donc ça c'est dans un premier temps. À partir de 1280, donc à la fin du XIIIe siècle, on voit dans le discours, encore une fois, que ces assemblées générales de tous les habitants, comme on nous le dit, en fait elles se raréfient d'un point de vue quantitatif, on en voit de moins en moins en fait dans les archives. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est une expression du coup qui là renvoie directement à l'expression de droit romain, la majeure part, donc on nous dit la majeure part de la communauté s'est rassemblée pour délibérer et à approuver cette décision. Et à partir de 1300, finalement, les assemblées générales, elles disparaissent quasiment, à part une fois par an pour reconnaître l'autorité consulaire. En fait, on les voit quasiment plus jamais. Et donc, c'est cette majeure part, finalement, qui a remplacé progressivement l'assemblée de tous les habitants. Donc, maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette majeure part, qu'est-ce qu'on met derrière. Et donc là, je change de ville, je vais à Villeneuve, à une vingtaine de kilomètres au nord de Najac. Et à Villeneuve, on a un document assez exceptionnel qui nous permet d'observer un petit peu de près cette majeure part, puisqu'on a ce qu'on appelle un cartulaire communal, dont je vous ai mis des extraits ici sur le diaporama. Et donc, ce cartulaire, c'était un livre dans lequel les consuls ont fait compiler tous les textes de loi en vigueur dans la ville. Donc toutes les ordonnances qui ont été promulguées dans la ville depuis 1284 jusqu'en 1350 à peu près, au moment où on a fait le cartulaire. Et chose assez exceptionnelle, c'est que dans ce cartulaire, on a recopié à chaque fois toute la liste des habitants qui ont participé aux assemblées, qui ont approuvé les décisions en fait. Qui étaient donc des assemblées de notables, qui ne sont plus des assemblées générales à Villeneuve, qui sont des assemblées de notables. Et du coup, là, encore une fois, si on fait une étude un petit peu statistique, qu'on compte combien d'habitants on trouve dans ces assemblées, on voit qu'il n'y a pas grand monde en fait. Hein, c'est en moyenne entre 40 et 50 habitants qui constituent ces assemblées, cette majeure part de la communauté, dans une ville qui compte à peu près 800 foyers. Donc en fait, on voit que cette majeure part, c'est environ 5 à 10% des chefs de foyer. Et donc là, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, ça ne correspond même pas à la grande partie, entre guillemets, mais tout dépend de qu'est-ce qu'on met derrière le terme de grand, en fait. Est-ce que c'est en termes numériques, ou est-ce que c'est en termes de notabilité, d'honneur, etc. Et en fait, c'est ça l'acception qu'on met derrière majeure part. La majeure part, c'est pas la majorité au sens numérique, c'est pas 51% des habitants, c'est plutôt en termes de qualité des gens, qualité des personnes, notabilité, richesse, statut, exercice, etc. Et du coup, quand on regarde justement la composition de cette majeure part, alors les données sont partielles, parfois on a du mal à savoir exactement qui sont ces gens, mais d'après les données qu'on a, en fait, du coup on n'est pas très surpris, en gros c'est les élites urbaines qui composent cette majeure part. On trouve quelques nobles, quelques chevaliers urbains, on trouve des propriétaires fonciers, beaucoup de propriétaires fonciers, mais qui sont non nobles, hein, donc qui tiennent dans des francs fiefs, des maîtres de métier, des artisans aisés, des marchands, quelques juristes, pas si nombreux que ça, étonnamment, alors qu'ils sont nombreux dans la ville, mais quelques juristes. Et surtout, en fait, ce qu'on voit, si on regarde simplement les noms de famille, c'est que les principales familles notabiliaires, donc les noms de famille qu'on croise très souvent au consulat, très souvent au conseil de ville, très souvent en tant que représentant de la communauté, quand il y a une assemblée royale par exemple. Donc toutes les familles de notables, en fait, les grandes familles puissantes dans la ville, c'est eux en fait qu'on trouve dans cette majeure part, de manière générale. Et très rapidement sur 3, pour pas qu'on prenne trop de retard,
C'est à peu près en fait la même chose, juste comme on est dans le Nord, je pense, Marie-Amélie, tu confirmeras, on ne trouve pas beaucoup ces expressions de meilleure part, c'est pas quelque chose le droit romain est beaucoup moins présent. On a seulement, à vrai dire, on trouve très peu de listes des participants seulement dans une procuration qui a été faite en 1430 pour l'acquisition d'un jardin pour la ville. On dit que plus de 400 personnes étaient là et 130 personnes voient leur nom inscrit sur l'acte que vous avez derrière moi. Donc ça m'a permis de faire une petite étude du profil fiscal des participants à la réunion, de cette réunion en comparant avec un registre de taille de la même époque. Bon, je vous passe le tableau parce que ça va être un peu long. Retenez qu'en gros l'étendue fiscale est quand même plus large que celle des participants au conseil de ville, où là c'est vraiment le haut du panier. Ceci dit, on n'a pas dans ce qu'on voit, en tout cas dans les personnes citées, dans les 130 personnes sur 400, donc c'est pas l'intégralité, mais on a quand même principalement des gens de l'élite, des élites urbaines, on a des ecclésiastiques qui sont présents, et on a aussi quand même des gens de métiers qu'on ne retrouvera jamais au conseil de ville. On a par exemple des ouvriers de bras, des serruriers, des charpentiers, des couturiers, un barbier, un tondeur de draps, un boursier, un épicier. Enfin, quand même une représentation un peu plus large, évidemment, puisqu'ils sont 400, par rapport à celle du conseil de ville. Voilà pour la représentation. Autre question qui se pose, c'est est-ce que ces assemblées ont une capacité d'action, comment on peut l'évaluer? Oui, alors un rapide exemple, parce que moi j'ai pas beaucoup de données là-dessus, donc je vais présenter un rapide cas et puis ensuite je laisserai la parole. Donc moi notamment une question que je m'étais posée, parce que là vous commencez à deviner sans doute le biais documentaire qu'on a pour les villes de consulat, c'est qu'en fait les traces qui restent des assemblées, c'est des traces produites par la municipalité et généralement c'est des traces qu'on trouve dans des décisions qui ont effectivement été adoptées. Donc voilà, dans ces actes, on va toujours voir que ça a été approuvé à l'unanimité, etc. Simplement là, deux exemples qui sont en fait des accidents de conservation, qui sont des documents qui auraient dû être jetés parce qu'ils ont été annulés, et en fait ils sont conservés parce qu'ils ont été enregistrés dans des livres, et on voulait garder le reste du livre, donc on n'a pas jeté tout le livre. Donc on a accès à ces textes, et simplement ces textes, donc c'était ces deux cas d'ordonnance qui ont été promulgués et finalement qui ont été annulés en fait. Et donc, je ne sais pas si on voit bien sur le diaporama, mais en gros, simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a barré le texte et on a juste rajouté une note en dessous, mais cette note, elle est très pauvre en information, donc c'est un petit peu difficile de voir ce qu'il y a derrière. Là, par exemple, on lit une ordonnance de 1269 sur le prix du pain, et on nous dit finalement que ceci ne fut approuvé par aucun des partis. Alors, on a du mal même à savoir ne serait-ce que qu'est-ce que c'est que les partis, est-ce que c'est les consuls et les propriétaires de fours, est-ce que c'est l'Assemblée, bon, par aucun des partis, et ne fut pas lu dans l'Église devant la communauté. Deuxième exemple, en 1283, une ordonnance sur les mesures pour les draps, pour mesurer le drap, où on l'a barré, finalement elle a annulé cette ordonnance l'année suivante, et on nous dit cet établissement fut annulé par la volonté des consuls et de l'universitas. Donc c'est-à-dire que même quand on annule une décision, on montre dans le discours un corps municipal complètement cohérent, homogène, et là on a du mal à savoir est-ce que c'est les consuls qui ont cherché à faire annuler cette décision qui avait été voulue par l'Assemblée, ou est-ce que c'est l'inverse, que c'est l'Assemblée qui a poussé à l'annulation de cette décision. Donc voilà, la question reste en suspens, en fait même là on n'arrive pas bien à savoir quelle est la marge d'action de l'Assemblée, mais manifestement, elle est réelle malgré tout. Pour les villes du Nord, et même si au moment des convocations, j'ai pu vous le dire, les assemblées d'habitants sont convoquées par les échevins ou les gouverneurs de la ville, ce qui, en quelque sorte, devrait limiter un peu leur pouvoir d'action, eh bien, il y a quelques exemples qui nous montrent que ce ne sont pas des simples chambres de validation ou d'enregistrement des décisions des magistrats municipaux, comme parfois elles ont pu être décrites. Donc, je vous ai sélectionné quelques exemples. Par exemple, cette délibération des échevins d'Amiens en février 1408, qui arrive après une assemblée des habitants qu'ils avaient convoquée pour voter un impôt, une taille. Et on peut lire dans cette décision que les échevins sont en quelque sorte un petit peu embêtés parce que l'assemblée n'a pas voulu consentir à lever cette taille. En revanche, cette assemblée s'est prononcée pour lever des fonds d'une autre manière pour aider justement la ville à pourvoir financièrement. Et donc, dans cette délibération, les échevins s'organisent pour désigner des personnes qui iront lever les fonds selon cette autre modalité qui a été définie par l'Assemblée des habitants.
Un deuxième exemple, un peu plus tardif cette fois-ci, en mai 1435, à ce moment-là, la ville d'Amiens est sous le gouvernement, en tout cas sous le contrôle du duc de Bourgogne, qui avait fait venir les échevins auprès de lui. Les officiers du duc de Bourgogne leur avaient demandé, entre autres choses, à nouveau lever des subsides pour aider le duc de Bourgogne dans ses affaires, et notamment ses affaires de guerre. Et les échevins lui avaient répondu qu'ils ne pouvaient pas traiter de ces affaires de subsides s'ils n'avaient pas rassemblé le commun, c'est-à-dire s'ils n'avaient pas rassemblé une assemblée d'habitants de la ville. Et donc, ce qui montre quand même une sorte de limite au pouvoir des échevins imposé par l'assemblée des habitants. Et juste un exemple rapide sur Senlis pour montrer que d'une ville à l'autre, on a cette même capacité d'action, c'est que l'assemblée des habitants de Senlis et ses gouverneurs pouvaient entrer dans une forme de rapport de force pour faire valider une décision, puisque les gouverneurs étaient censés obéir à cette décision de l'Assemblée des habitants, au point qu'on a un exemple où, en 1408, les gouverneurs démissionnent lors d'une assemblée d'habitants parce qu'ils voulaient faire lever une taille, enfin ils l'avaient convoqué pour ça, et les habitants refusent, et donc les gouverneurs démissionnent de leur poste. Et toutefois, juste peut-être pour parler d'un autre thème dans ce thème-là, sur la capacité d'action de ces assemblées générales, à Troyes, en tout cas, les limites, elles rencontrent des limites qui sont de deux types. Les ressources de la communauté sont assez faibles, donc en réalité, beaucoup des décisions qui sont prises lors de l'assemblée générale doivent ensuite être rémunérées sur les deniers du conseil de ville, sur l'argent du conseil de ville, donc ce qui fait que les décisions prises repartent pour le conseil de ville. Autre limite, mais ça c'est les limites de ces assemblées générales annuelles, évidemment les temporalités sont longues et donc les habitants demandent à ce que par exemple on aille contrôler des travaux entrepris dans des prés ou ce genre de choses pour l'assemblée générale suivante, c'est-à-dire pour un an après. Donc alors il y avait sans doute quand même des réunions d'assemblées, de quartiers, enfin à d'autres échelles pendant le reste de l'année, mais évidemment ça ralentit un petit peu l'action. Donc parmi encore une autre piste de recherche que l'on a, en fait c'est se demander quelles sont les traces écrites qu'on en a, et vous avez compris que c'était un peu particulier, on n'a pas tous les mêmes traces écrites et en fait c'est difficile de trouver ces assemblées. On a quand même des exemples de procès-verbaux un peu codifiés dans le cas de Nice, c'est ce que vous avez là, vous avez un procès-verbal sur parchemin, donc le Midi c'est une terre de notariat, ce qui fait qu'en fait on va faire des instruments publics par un notaire public qui va donc rédiger un compte-rendu authentifié. Et en fait, ces procès-verbaux sont versés aux archives du gouvernement urbain. Or, en fait, on a un biais de source, parce que le gouvernement urbain va conserver des procès-verbaux qui l'intéressent et des procès-verbaux qui l'arrangent, finalement. Et en fait, vous avez ici un graphique qui vous montre la différence entre les procès-verbaux qui existent en jaune et aussi les mentions dans d'autres documents de ces assemblées générales d'habitants. Et vous voyez qu'en fait, le gouvernement urbain ne conserve pas tous ces procès-verbaux d'habitants, et donc on a un problème de source, et potentiellement, en fait, le gouvernement urbain n'a pas conservé quand la décision ne l'arrangeait pas, ou quand il a essayé de louvoyer pour obtenir différemment. On observe aussi le dernier procès-verbal que j'ai, en fait, c'est 1396. Après, j'en ai plus pour le 15e siècle. Donc là, se pose la question, est-ce qu'on n'a plus d'assemblées d'habitants au 15e siècle? Or, pourtant, au 16e siècle, on parle encore de l'existence d'assemblées d'habitants. Ou est-ce qu'on a une évolution documentaire qui fait que, en fait, on ne dresse plus de procès-verbaux par le notaire, comme au 14e siècle, et donc, à ce moment-là, il faut trouver d'autres documents qui peuvent en témoigner. Non, on a ce problème-là, disparition, biais documentaire, et vous avez bien compris que l'histoire médiévale reposait énormément sur ce biais documentaire. À Troyes, nous avons eu la chance, mais il fallait aller les chercher, de conserver les procès-verbaux des assemblées générales de la Saint-Barnabé, en fait, à la fin des registres de comptes de la voirie. Vous voyez, là, c'est la fin du registre. Il y a la reddition des comptes avec quelques signatures, les totaux en fait, du compte. Et à la toute fin, sur l'autre page,
vous avez un récit de l'Assemblée générale des habitants, récit qui va s'étoffer au XVe siècle et devenir parfois, couvrir parfois plusieurs feuillets à la toute fin du XVe. Donc ici, c'est un peu le processus documentaire inverse de ce qu'on a vu ailleurs, c'est qu'on a de plus en plus d'informations sur ces assemblées, et notamment à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Également parce qu'on a conservé aussi des requêtes présentées par les habitants, individuellement ou collectivement, devant l'Assemblée, qui ressemblent à des lettres, donc des suppliques en fait, qu'on a conservées. On en a conservé environ une centaine, sachant que beaucoup de ces suppliques sont dites dans les procès-verbaux étant présentées par oral, donc ça représente évidemment une toute petite partie des sujets qui étaient abordés lors de ces assemblées, mais en tout cas les habitants s'étaient suffisamment formalisés pour qu'un certain nombre d'habitants aient recours en fait à des clercs, hein. Enfin, c'est pas eux-mêmes qui écrivaient la lettre, on le voit très bien quand on regarde le caractère extrêmement soigné et régulier de cette lettre, mais donc ils avaient recours à des clercs dans la ville pour faire passer leurs requêtes. Parfois c'était un individu, parfois ça pouvait être un quartier, ça peut être un métier, ça peut être, enfin, voilà, ces requêtes émanent même parfois de femmes, et oui c'est possible, voilà. Mais dans ce cas-là je pense qu'elles ne venaient pas elles-mêmes présenter leurs requêtes, mais elles pouvaient aussi se faire représenter. Donc on a un peu plus de documentation qui a été conservée. Pourquoi, ça c'est une autre question. Et nous on en est un peu jaloux, parce qu'on doit chercher d'autres traces documentaires. En effet, ces assemblées d'habitants, en fait, finalement, notre dernière approche, c'est de dire il y a eu des assemblées qui ont été délégitimées en réalité. En fait, les habitants ont pu se réunir, mais on ne leur a pas reconnu de légitimité. Et ces assemblées, elles peuvent être disqualifiées, et j'ai deux cas. Elles peuvent être disqualifiées quand en fait, on n'a pas respecté les modalités de convocation. Donc c'est le cas en 1298, on a un certain nombre de Niçois qui se réunissent et qui, bien évidemment, discutent d'une ordonnance princière et, en fait, râlent contre la dernière ordonnance princière, c'est-à-dire l'introduction de vins étrangers dans leur ville. Et, en réalité, cette action, cette réunion de Niçois qui s'opposent à une ordonnance princière et qui en discutent, va entraîner une condamnation, on ne sait pas laquelle, et on connaît cette assemblée d'habitants que par la grâce que le comte de Provence va octroyer à ces assemblées, à ces Niçois qui s'étaient assemblés, en leur rappelant quand même qu'il ne faut pas s'assembler sans l'autorisation de la cour et de l'officier princier. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, en fait, c'est la délégitimation par le conseil lui-même. En effet, on a un autre cas en 1336. On a des notables urbains de Nice qui vont voir le sénéchal de Provence. Et là, ils expliquent, et thème extrêmement classique, que en fait, la communauté niçoise elle est menacée par un très 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 grand danger. C'est extrêmement difficile de réunir le Parlement public à cause de la multitude et du tumulte du peuple. Parce que bien évidemment, le peuple fait du bruit. Et donc là, on a peur d'une sédition, bien évidemment. Et donc, que fait le lieutenant du sénéchal? En fait, il explique que, ok, les assemblées d'habitants, maintenant, elles devront être convoquées seulement sur demande du conseil urbain. Donc c'est très... Vous voyez, vous avez plusieurs cas de délégitimation et en fait, un accaparement par les élites. Assez rapidement, en fait, un exemple qui est très proche de ce que tu viens de dire, Florie. Là, à Villefranche-de-Royal, justement, on est à peu près au même moment, autour de 1330. Et c'est un moment où il y a ce qu'on appelle des contestations populaires, alors populaires entre guillemets, parce que c'est toujours difficile de définir ce qu'il y a vraiment derrière. En fait, souvent c'est oui, le peuple, mais aussi des petits notables qui sont écartés des affaires publiques, ils contestent ça, qui voudraient que le conseil de ville et le consulat soient plus ouverts. Et du coup, dans ce contexte, on a des tensions populaires, et on voit aussi de la même manière qu'à Nice, les consuls qui vont aller dénoncer auprès des officiers royaux en 1327, en 1333, qui dénoncent certaines assemblées illicites de la populace en 1327. En 1333, une autre assemblée populaire qui est réunie devant l'hôtel de ville, qui n'a pas été convoquée, donc elle est illicite, et donc on va aussi dénoncer ça. Et donc on voit tout à fait le même phénomène, en fait, la même dynamique qu'on observe à Nice à peu près au même moment. Et donc pour finir sur Nice, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'assemblée au XVe siècle, en tout cas documentée, mais en fait on a un cas. En 1435, on a des officiers princiers qui s'inquiètent parce qu'il y a une rébellion, une division dans la ville de Nice.
Et là, le comte Amédée VIII de Savoie essaye d'apaiser ces tensions qui sont en fait organisées contre le gouvernement public. Donc en fait, on a des gens qui critiquent la manière dont la ville est gouvernée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, à ce moment-là, il y a deux assemblées qui vont se constituer et 2 délégations auprès du prince qui vont se constituer. On a bien évidemment les membres du gouvernement urbain qui vont choisir des représentants pour aller auprès du prince, et ils prennent le nom de maioresses, donc les plus grandes, voire de nobiles, les nobles hommes. Et donc là, pas de surprise, c'est la notabilité urbaine en réalité qui se présente. Et à côté d'eux, il y a en fait un autre camp, le camp des populaires, qui eux aussi ont le droit de nommer 3 représentants qui vont pouvoir se présenter auprès du prince. Et donc finalement, ici, on a des représentants qui ne sont pas vraiment reconnus dans leur ville, mais qui sont reconnus par l'autorité princière. Ces 3 représentants, donc je vous ai dit, ils viennent des populaires. Il faut faire attention à cette dénomination, parce qu'on peut y voir en effet l'aspect populaire en termes social, peut-être, pourquoi pas. En réalité, à Nice, pas vraiment. En fait, on a un artisan et des gens qui ont été au gouvernement urbain avant, donc pas vraiment des gens du peuple. Ou alors, en fait, populaire, dans la littérature médiévale et dans la documentation, ça peut être en fait de désigner les gens exclus du gouvernement urbain. Et donc là, c'est ce qu'on a en réalité. Juste pour vous dire, ça ne marche pas, et donc la révolte éclate bien en 1436 avec la révolte de ces populaires, entre guillemets. Alors pour Troyes, et je vais essayer d'être rapide pour laisser un temps de discussion ensuite, la remise en cause des assemblées générales se voit notamment au début du XVe siècle, au début du XVIe siècle, au tournant du XVIe siècle, notamment ici vous avez un mémoire qui a été écrit pour défendre la forme ancienne que l'on a accoutumé d'ancienneté, c'est vraiment ancien, à faire assemblée générale en la ville de Troyes. En fait, ce mémoire il a été écrit par des défenseurs de l'assemblée générale à un moment où son organisation est contestée. À vrai dire, tout le XVIe siècle, on a ces contestations, notamment des contestations de la confusion, en se basant sur des reproches de confusion, de monopole, de sédition en fait, qu'alimenteraient ces assemblées générales. Donc les modalités de participation vont être définies plusieurs fois au cours du XVIe siècle. En gros, deux domaines font l'objet de modifications. La question de la convocation, est-ce que l'Assemblée générale se convoque toute seule, est convoquée par les officiers municipaux, est convoquée par les officiers royaux, donc ça va varier. Et puis, autre domaine qui fait l'objet de beaucoup de législation, la participation de ces assemblées, qui va évoluer vers une assemblée uniquement constituée de représentants des États et des métiers. Donc chaque métier va devoir élire un représentant qui sera envoyé dans ces assemblées. C'est comme ça qu'en fait ces assemblées vont ensuite subsister à l'époque moderne, en fait, des assemblées de représentants de métiers. Mais à vrai dire, encore à l'époque moderne, on trouve un certain nombre de législations sur ces assemblées, des reproches, etc. L'Assemblée générale perd de l'influence. Le voyer, par exemple, est peu à peu intégré à l'échevinage. Il devient un échevin comme les autres. C'est le conseil de ville donc, qui récupère toutes les prérogatives du voyer. Toutefois, ces assemblées ne perdent sans doute pas leur place, en tout cas dans l'imaginaire, pour les Troyens, puisque j'ai trouvé que dans les cahiers de doléances de 1789, les cahiers du tiers-état du bailliage de Troyes, comme demande particulière de la ville de Troyes, on voit cette demande que les maires et échevins de la dite ville soient à l'avenir élus dans une assemblée générale de la dite ville, en laquelle on assistera un député de chacun des corps et des communautés. Donc ce n'est plus le cas en 1789, il y a eu aussi une grosse réforme urbaine en 1764 qui est revenue aussi sur ça, mais c'est une des choses qui est demandée juste avant la Révolution française. Et donc pour conclure, en réalité, est-ce que tous ces gens vont nager? Pour tout vous dire, c'était notre titre à l'origine, qu'on nous a demandé de modifier. Donc on se permet de le mettre quand même en conclusion. Quoi qu'il en soit, parce qu'on en était fiers de notre titre. Donc vous voyez bien que tous en nager, la question se pose.
en fait, qui compose, quelle est la représentativité de ces assemblées. Et en fait, cette question est centrale parce que on se demande la capacité politique de ces assemblées. On vous a montré qu'on avait une grande diversité d'assemblées, une grande diversité des espaces, une grande diversité des thèmes abordés au sein de ces assemblées. On a quand même des points communs, des convocations, des mêmes thématiques qui sont posées. On a parfois des fêtes, parfois on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même eu tendance à surévaluer ou à sous-estimer la portée de ces assemblées à cause des discours qui sont portés par les archives qu'on a encore aujourd'hui. Et ce sont, vous l'avez bien compris, les archives des gouvernements urbains majoritairement, puisque en fait c'est ce que vous avez dans les mairies, les archives communales, et donc c'est ce qui intéressait bien évidemment le gouvernement urbain. Donc on a cette diversité de l'écrit, on a parfois des absences de mise par écrit de ces assemblées, comme dans le Midi. On vous rappelle que l'absence d'archives ne signifie pas la non-existence de ces assemblées. Donc c'est extrêmement important. Quoi qu'il en soit, on aimerait souligner qu'il y a quand même un rôle politique de ces assemblées d'habitants, même si on a du mal à le toucher du doigt, quoique on arrive en fait à le toucher du doigt. J'ai l'impression qu'on a mis tout en commun. Ces assemblées, elles permettent de légitimer en interne les actions des autres pouvoirs. Elles peuvent servir de contre-pouvoir dans certains cas. Et donc, c'est un chantier qui s'ouvre, qu'on a lancé pour en fait, discuter avec les chercheurs de différents espaces sur quelle est la démocratie médiévale qui pourrait exister ou pas dans ces assemblées médiévales. Nous vous remercions. Bien, est-ce qu'il y a des questions? On peut faire circuler un micro dans la salle. Merci. Oui, justement, je voulais vous poser une question sur la fin, c'est-à-dire comment réagissent les pouvoirs, disons, qui exercent une domination sur la société de l'époque, aussi bien au niveau du contexte local qu'à un niveau plus important. Autrement dit, comment les princes et les ecclésiastiques perçoivent les assemblées d'habitants. Est-ce qu'ils utilisent des stratégies pour essayer de contourner le pouvoir de décision, d'influence de ces assemblées? Est-ce qu'ils s'appuient dessus quand ils ont affaire à des rébellions, à des mouvements subversifs, ou est-ce qu'ils essaient au contraire de les détruire, enfin d'utiliser des tactiques pour diminuer leur influence? Alors, en effet, vous avez raison, ça dépend du contexte, mais vous avez entièrement raison. En fait, ces assemblées d'habitants, elles vont devenir des lieux de contre-pouvoir et d'opposition entre pouvoirs, généralement, moi je vois entre pouvoir urbain et pouvoir princier. Et en fait, par exemple, le pouvoir urbain va convoquer une assemblée d'habitants pour dire, en fait, ils ne veulent pas payer l'impôt, alors qu'en fait, c'est une stratégie pour retarder le paiement de l'impôt auprès du prince. Donc en fait, on utilise cette assemblée pour négocier avec le pouvoir princier, et inversement, dans le cadre de 1435 que je vous ai montré, en fait, le pouvoir princier n'a pas de problème à dire les populaires, vous avez le droit de vous réunir dans un lieu spécifique et de choisir vous-même vos représentants. Donc c'est une manière de contourner à ce moment-là le conseil urbain. Et à Troyes, on a une tension dans la ville entre le conseil de ville et les officiers royaux. Et justement, les assemblées d'habitants vont essayer d'être récupérées par l'un et par l'autre. Et les officiers royaux vont beaucoup se servir des assemblées d'habitants pour s'imposer dans la ville. Donc elles sont aussi un lieu, elles ne sont pas du tout un lieu à part de la logique des pouvoirs à ce moment-là. Elles sont clairement un lieu stratégique pour l'exercice du pouvoir à toutes les échelles. Je vais rebondir aussi parce que c'est pour mes villes un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées pour parfois ralentir le vote de taille qui n'arrange pas le gouvernement urbain, etc. Mais aussi vis-à-vis du pouvoir royal, quand, moi j'ai un ou deux exemples où les échevins se défaussent sur l'Assemblée des habitants, disent non, on n'a pas voté
la taille. Si le roi dit si, il va quand même falloir, là on voit que par exemple pour ces fortifications-là, les habitants ne participent pas à l'effort de fortification, et donc les échevins arrivent devant le roi en disant c'est compliqué, vous comprenez, on n'arrive pas à faire le chantier parce que les habitants ne participent pas. Donc ça sert un peu de contre-pouvoir. Et sur la question des ecclésiastiques, j'ajouterais juste, c'est très intéressant de ce point de vue-là, votre question, c'est que par exemple à Senlis, les ecclésiastiques font partie du corps des habitants. Et donc en théorie, ils sont conviés au même titre que les autres aux assemblées d'habitants. Et là, c'est toute la question de la représentativité. On les voit venir quand ils sont spécialement concernés et intéressés par les questions qui y sont traitées. Donc, justement, est-ce qu'ils vont payer les fortifications sinon, on ne les voit pas. Mais du coup, eux aussi pouvaient avoir un intérêt, soit à y venir en tant qu'habitants, soit à contrôler. Ouais, et moi, je voulais simplement, pour aller encore dans votre sens, et puis rappeler en fait qu'il y a une grande fluidité entre ces différents acteurs, et surtout le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'imaginer ces communautés urbaines, ces corps municipaux comme faisant bloc vis-à-vis des pouvoirs seigneuriaux, parce qu'on a vu par exemple avec les exemples que je vous ai montrés, que aussi que vous a montré Fleury à Nice, avec les populaires, en fait on voit que quand ces assemblées d'habitants échappent un petit peu au contrôle ou autre du corps municipal, en fait le corps municipal n'est plus du côté du corps urbain, en fait il va aller chercher les pouvoirs seigneuriaux en disant condamner ces assemblées, elles sont illégales, on ne les a pas autorisées, etc. Donc voilà, en fait le corps municipal, quand ces assemblées leur échappent, ils n'hésitent pas non plus à aller voir les seigneurs et à se ranger du côté des seigneurs pour avec les seigneurs, aller dénoncer ces assemblées d'habitants qui sont censés gouverner, quoi. Moi, je peux reposer une question. Parce qu'il y a non, je vais commencer. Moi, je voulais rebondir sur la question de représentativité, sur le rapport entre bourgeoisie et Assemblée générale. Parce que vous avez parlé évidemment de la notabilité. C'est d'abord les notables qui sont représentés. Alors on pense aux notables qui sont en fait l'élite des bourgeois. Mais on a vu, donc, je crois que c'est à Senlis ou à Amiens, je ne sais plus, on parle de l'Assemblée des bourgeois, marchands et habitants. Donc a priori, il y a des non-bourgeois qui sont présents. Comment on décide de qui est notable au sein de la population non-bourgeoise et non ecclésiastique, parce que j'imagine qu'il y a aussi des habitants non ecclésiastiques, non-bourgeois. Et donc s'ils sont notables, on va se demander pourquoi ils ne sont pas bourgeois. Enfin, donc je ne vois pas comment on peut... Ça devient difficile. Et donc mon autre question, c'était sur la question des oppositions. Donc, vous avez rappelé que la pensée médiévale aime bien mettre en avant l'unanimité. Est-ce que parfois vous avez des traces, pas d'opposition à la décision prise, mais d'opposition à la décision qui a finalement été prise par l'Assemblée, c'est-à-dire des débats? Est-ce que vous avez le nom de ceux qui sont opposés parfois, en tout cas des points de friction qui ont pu poser problème? Du coup, comme on parle d'Amiens et de Senlis, je vais commencer à répondre. La question du terme de bourgeois pour Amiens est complexe. Et pour partout. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir répondre entièrement à la question. Simplement, je retrouve à plusieurs reprises cette déclination bourgeois, marchands et habitants, que ce soit dans les délibérations, parfois dans certains actes qui ont été donnés par la ville, donc par les magistrats municipaux. Et c'est vraiment une question que je me pose, parce qu'autant pour Senlis, la question est très claire, c'est les habitants, et cette commune a un fonctionnement très particulier, c'est que quand la commune existe et quand elle est supprimée, à chaque fois à Senlis, c'est le corps des habitants qui régit la chose, puisque ceux qui faisaient partie de la commune, c'était ceux qui habitaient Senlis. Donc finalement, la question est assez simple pour Senlis, mais pour Amiens, elle est plus délicate parce que, effectivement, pour être bourgeois de la ville, il fallait être habitant. Donc une des interprétations qui pourrait être faite, c'est qu'il y ait une déclination en fonction aussi d'une forme de statut qui met en avant les personnes un peu notables de la ville, parce qu'à Amiens, il faut aussi se dire que c'est une ville très marchande, donc les marchands, en réalité, même si à notre époque, marchand, ça sonne peut-être un peu moins bien que bourgeois, les marchands avaient une très grande importance dans le gouvernement de la ville, et donc on pourrait aussi se dire que mettre en avant ces deux catégories parce qu'il y a une importance particulière. C'est une réponse très évasive, mais les travaux continuent. Et du coup, j'en profite pour répondre à ces questions de est-ce qu'il y avait des débats du coup internes.
Pour ce qui est des sources que, pour ma part, j'ai consultées, elles peuvent faire état de débats. Par contre, on ne va pas savoir qui a voté quoi. Généralement, le vote pouvait se faire par acclamation et donc j'ai pas de relevé des votes. Mais il y a des délibérations où le débat est noté. Et où parfois, je pense que ça a pu être assez houleux, d'ailleurs. Voilà. Alors, la question de la bourgeoisie, c'est compliqué. À Troyes, toutes les lettres à la ville et la communauté, elle s'appelle la communauté des bourgeois, gens d'église, manants et habitants. Donc, bourgeois n'est qu'un terme parmi bien d'autres. On n'a pas de liste de bourgeois. Il y avait hier une table ronde sur la bourgeoisie qui disait qu'en effet, c'est un statut compliqué, on n'arrive pas à bien savoir si c'est un statut juridique, un statut social, c'est quelque chose d'un peu flou qui nous pose pas mal de difficultés, mais sans doute que c'était plus large que les simples bourgeois, c'était vraiment les habitants. Je pense que c'est la notion d'habiter quelque part qui est vraiment centrale. Et quant aux oppositions, on les voit évidemment très peu. J'ai des mémoires préparatoires aux assemblées et un certain nombre de décisions sont barrées. Et donc je me demande si à partir du moment où il y avait une opposition, en fait, on ne barrait pas la décision. Enfin voilà, sans fait, comme trace d'un débat. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, par contre, j'ai des votes qui sont pris et là on voit les petites barres qui répertorient les votes sans doute à main levée qui étaient prises et là on voit des différences dans le vote des élus municipaux. Mais c'est presque contemporain. Moi, je repose une question. Dans un des documents que vous avez projeté, il y a un aspect qui a attiré mon attention, c'est le fait que les gens qui ne se rendaient pas aux assemblées d'habitants pouvaient recevoir des amendes. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il fallait être là à tout prix et on vous y forçait en vous infligeant une amende pour que le quorum soit réuni et que la décision et la légitimité désirée, ça c'est la preuve, puisque l'un de vos camarades l'un d'entre vous a parlé de légitimité à propos du rapport entre le nombre de personnes et justement le fait que la décision pouvait être acceptée. Et puis la deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi les gens n'y allaient pas? Est-ce qu'ils ne voulaient pas cautionner par leur présence une décision avec laquelle ils étaient en désaccord, ou alors par référence à ce qui se passait dans la Grèce ancienne, c'est-à-dire qu'on a créé une sorte d'indemnité parlementaire du temps de Périclès, justement pour ne pas donner prise à l'excuse qu'avaient souvent, par exemple, les paysans de ne pas se rendre à l'Assemblée populaire parce qu'on les distrayait de leur source de revenus, c'est-à-dire de leur travail. Alors, je veux savoir si ça se posait dans ces termes-là ou pas du tout. Je vais commencer à répondre parce qu'il me semble que c'est un des documents de Senlis qui évoquait cette question d'amende. Effectivement, dans la charte communale de Senlis qui date de 1173, il y a cette mention de ceux qui ne se présenteront pas à l'assemblée communale auront une amende. Et donc c'est pour moi preuve que les assemblées ont certainement existé bien avant le XIVe siècle. Néanmoins, pour ces questions d'amende, effectivement, on a des traces dans la documentation où périodiquement on trouve des documents qui disent bon là non, on n'est vraiment pas assez nombreux, il faut que les gens viennent et donc on va mettre des amendes. Donc ça c'est répété. Il y a une forme de législation aussi inverse pour le coup qui se met en place plus au XVIe, c'est que comme ce sont des assemblées d'habitants, là pour le coup on va avoir l'inverse, on va avoir une surveillance que ce soit bien que des habitants et qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui s'incrustent dans l'assemblée. Donc il y a une législation vis-à-vis de ça qui est faite au XVIe. Maintenant, oui, il y avait une nécessité vis-à-vis de la représentation, de la représentativité qu'un certain nombre d'habitants. Et puis vis-à-vis de Senlis, c'est aussi un devoir normalement pour les habitants, c'est inscrit dans leur charte, c'est un devoir de se présenter à l'Assemblée, d'où l'amende. Après, sur est-ce que, vis-à-vis du nombre de personnes, c'est assez étrange, il faut continuer les recherches parce qu'il y a certaines décisions qui sont prises avec 15 personnes
et d'autres où là, vraiment, il va falloir 200, enfin, ils sont 50 et là, ils disent non, on n'est vraiment pas assez pour prendre cette décision-là ensemble, il faut plus de temps. Donc là, dans l'état des choses, il faut faire un peu plus de recoupement pour savoir. Et pour répondre à votre deuxième partie de question, ça m'échappe. Pourquoi n'y allez-vous pas? Pourquoi n'y allait-il pas? C'est amusant parce que c'est une conversation que nous avions hier. Donc là encore, on va seulement pouvoir vous donner des pistes. En tout cas, moi pour Amiens et Senlis, il faut que je continue les travaux. Simplement pour Senlis, pour un corps de personnes qui est assez repérable, ce sont les ecclésiastiques. On voit vraiment qu'ils viennent en fonction de leur intérêt, c'est-à-dire s'il y a des questions qui les concernent directement, ils viennent, et là, ils viennent. C'est-à-dire qu'il y a les abbés, il y a l'évêque, et ils sont là. Mais finalement, si on aborde les questions d'impôts où eux ne participent pas, ou si on aborde des questions de voirie qui sont loin de leur quartier, ils n'ont pas intérêt à venir et donc ils ne viennent pas. Donc il y a certainement parfois une question d'intérêt, mais certainement aussi d'autres aspects. Et je pense que là, pour le coup, les autres pourront apporter des éléments. Ouais, simplement pour poursuivre un peu ce que tu dis, et c'est un peu ce dont on se posait la question justement hier soir. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'en fait, dans l'exercice du gouvernement municipal, en fait, on n'est pas tout le temps en assemblée en fait, pour prendre n'importe quelle décision du gouvernement. En fait, les gouvernements ils sont assez sophistiqués, ils font énormément de choses, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, beaucoup de décisions du quotidien, ordinaire, où il n'y a même pas d'assemblée en fait, c'est simplement l'exercice du pouvoir ordinaire, on va pas rassembler les gens à chaque fois qu'il faut aller réparer un pavé sur une rue ou ce genre de choses. Donc en fait, il y a plein de décisions qui se font de toute façon juste dans le cadre du conseil. Et à l'inverse, il y a des décisions qui sont extrêmement importantes où là on va rassembler tout le monde, si c'est un nouvel impôt à imposer ou il faut envoyer des sergents au roi, bon, voilà, c'est quand même un gros sujet, donc on va essayer de rassembler le plus de monde. Et du coup, il faut se dire qu'entre ces deux cas de figure, il y a tout un spectre en fait, de décisions qui peuvent concerner que certaines professions, que certains quartiers de la ville, etc. Et donc c'est compliqué de décortiquer un petit peu tout ça. Moi je pensais par exemple à une ordonnance qui est portée sur la confection des draps, et on voit que dans l'Assemblée, il y a essentiellement des tisserands, parce qu'en fait, c'est les premiers concernés, et les autres, c'est pas trop leur domaine d'expertise, c'est pas le métier qu'ils exercent, donc ils vont pas spontanément se présenter à l'Assemblée. Donc c'est ça aussi qui est difficile un petit peu à décortiquer, c'est qu'en fonction de l'importance, en fonction du type de décision, ça concerne de toute façon plus ou moins de personnes. Donc voilà, peut-être que les gens ne se sentent pas concernés, n'y vont pas, ou ne sont même pas conviés, peut-être, je sais pas. Et les gens peuvent avoir des procureurs qui les représentent, des quartiers. Alors est-ce qu'on disait que le procureur allait être plus efficace parce qu'il connaissait le droit et il connaissait le discours juridique, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps? Bon, malheureusement, on n'a pas les petits mots d'absence, justificatifs d'absence ces assemblées. Merci pour vos interventions, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et elles font écho à aujourd'hui. Pour ma part, j'ai découvert qu'il y avait des pratiques de démocratie directe assez pointues. Finalement, en France, on pense toujours au pouvoir centralisé. Donc j'ai deux questions. Est-ce que ces assemblées auraient pu disparaître avec la centralisation du pouvoir, notamment à Paris? Mais vos dates ne semblent pas forcément correspondre, donc votre avis est intéressant. Et deuxième question, vous en tant que citoyen, qu'est-ce que vous tirez de vos études comme intéressant aujourd'hui, notre évolution démocratique? Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ces expériences dans l'application d'une démocratie plus directe en France? Puis dernier point, est-ce que vous pourriez nous rappeler les deux principes fondateurs des assemblées d'habitants issus du droit romain? Je crois que vous avez commencé par ça. Je ne sais pas si mes questions sont claires. Commence par la fin. Ouais, pour les deux principes fondateurs, il y en a un, c'est ce qu'on appelle le quod omnes tangit. Donc ce qui touche tout le monde doit être approuvé par, discuté et approuvé par tous. Néanmoins, les historiens disent bien que tout ce qui touche tout le monde, ok, là c'est toute la communauté, mais doit être approuvé par tous. Bah là, c'est tous, finalement, les gouvernements urbains se l'approprient. Et donc, en fait, c'est le gouvernement urbain qui va approuver pour la communauté, puisqu'il représente la communauté. Donc, ça, c'est le premier principe fondateur, le quod omnes tangit. Et le deuxième, c'est le thème, pour le Sud, attention, on parle pour le Midi, c'est le thème d'universitas, de communauté, que Lionel a mis en avant dans son diaporama. Donc là, en fait, l'universitas, c'est ce qui
touche tout le monde, en fait, le terme est dedans. Pour tout ce qui est centralisation et disparition des assemblées, je vais laisser ceux qui font partie du Royaume de France répondre, parce que moi, je suis en terre d'empire. Je sais pas, parce qu'en même temps, a priori, il y a eu encore des assemblées. Bon, elles ont été peu à peu dévitalisées, mais ça s'est fait en fait à l'époque moderne, au fur et à mesure, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Donc je sais, enfin, voilà, est-ce que c'est les pouvoirs urbains sur place ou est-ce que c'est le pouvoir royal qui a... Ça dépend, parce que le pouvoir royal pouvait aussi s'appuyer sur ces assemblées, donc il n'avait pas forcément non plus intérêt lui-même à ce qu'elles disparaissent. Bon, et sur aujourd'hui, je dirais juste, enfin, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que c'est un thème qui intéresse notamment les historiens, mais aussi les sociologues. Enfin, il y a tout un courant de recherche sur la gestion en commun, la gestion des communs, des communautés. Et ce qui est intéressant, et donc, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est un thème qui intéresse la société. Et donc, je pense que nous, on participe. Enfin, on est inscrit du coup dans ce mouvement-là. Mais qui doit dire quelque chose aussi de l'état politique de la France et peut-être l'Europe. Juste un mot pour la question de la centralisation. Effectivement, c'est une question un peu complexe parce que je ne pense pas qu'il y ait d'évolution linéaire non plus. S'il y a une évolution linéaire, comme Cléo, moi je l'observerai certainement un peu plus à partir du XVIe siècle. Néanmoins, du coup, pour montrer aussi qu'il n'y a pas d'évolution linéaire, moi, les assemblées d'habitants sont clairement documentées à partir du moment, en tout cas à Senlis ou à Amiens, où il y a une réforme institutionnelle suite à un conflit où le roi, par ses officiers ou par le Parlement de Paris, a dû intervenir pour régler la situation. Il n'y a pas de... Je ne peux pas, avec la documentation, faire de lien direct pour dire ce sont les officiers royaux qui ont dit là, à partir de maintenant, vraiment les assemblées d'habitants, vous en faites déjà quelques-unes, ça va servir maintenant d'organe politique important. Néanmoins, il y a quand même une forme de corrélation. Après, ça c'est au XIVe siècle. Si on se place au XVe siècle, et notamment à Amiens, à partir du règne de Louis XI, il y a effectivement des manipulations d'une assemblée qui maintenant n'est plus vraiment une assemblée générale d'habitants, mais plus une assemblée de notables, j'en ai un petit peu moins parlé, c'est pour ça, pour essayer de l'encadrer un peu plus et qu'elle puisse être un petit peu plus contrôlée. Mais là encore, il n'y a pas d'évolution linéaire, donc la question est finalement assez complexe. Voilà. Moi, ce que j'ajouterais peut-être pour mon cas, c'est il y a la question du coup de la tenue des assemblées, de leur fréquence, etc. Il y a aussi la marge d'autonomie de ces assemblées. Et moi, ce que j'observe pour mes villes du Rouergue, qui sont des petites villes assez loin du pouvoir royal, etc., qui ont intégré relativement tardivement le domaine royal et pour lesquels le roi s'y intéressait un peu plus tardivement aussi, parce que ce n'était pas un enjeu très important. Et donc à partir au XIVe, XVe siècle, on voit une réduction de l'autonomie de ces assemblées, parce que le roi affirme son autorité, et il y a de plus en plus de prérogatives qui n'étaient pas mises sur papier, en fait, qui étaient exercées de fait par ces villes, et au XIVe, XVe, le roi progressivement va récupérer ces prérogatives, notamment fiscales ou juridiques, enfin législatives, et du coup on voit que les assemblées en fait ont moins de sujets, moins de marge d'autonomie, et donc peut-être qu'elles se rassemblent toujours aussi souvent, mais avec des enjeux moindres finalement, parce que le roi a réaffirmé son autorité et s'est réemparé de prérogatives qui au départ étaient les siennes, en fait, que les villes exerçaient un peu par défaut, parce que c'était loin et parce que le roi laissait faire, parce que ça l'arrangeait bien que les locaux s'en chargent eux-mêmes, mais quand il va commencer à récupérer ses prérogatives, de fait les assemblées perdent un peu en importance, non pas qu'elles se rassemblent moins peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas il y a moins d'enjeux, elles ont moins de marge de décision. Du coup, Je pense qu'il est 13h30 passé. Merci.